Alors du coup, on va utiliser un micro. Alors le micro, si vous entendez pas sur ici, c'est normal. C'est pour le côté enregistrement derrière. Vous pouvez faire coucou à la caméra. On va se présenter. Je vais commencer puisque j'ai le micro. Je me présente. Je m'appelle Denis Boyer. Je suis chargé de mission sensibilisation et risques cyber pour cybermalveillance.gouv.fr. Donc vous avez entendu parler au cours de quelques interventions aujourd'hui. Et je passe tout de suite la main à Christophe. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Vivin, je suis ingénieur cybersécurité réponse à incidents à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc moi c'est plutôt sur l'aspect organisationnel et sur l'aspect réglementaire, législatif. Non, mais en fait, il fonctionne, mais vous n'avez pas de rediffusion ici. C'est juste pour la prise caméra. Donc ça fait un peu bizarre, nous, de parler dans un micro sans entendre recevoir en retour. Mais c'est pas bien grave, on s'est pas fait hacker, il n'y a pas de pirate russe. On n'est pas à l'Assemblée nationale, on ne fait pas l'objet d'un DDoS. Donc voilà, cet atelier, c'est un atelier qui est dynamique. Donc on est ici, on est super proche, dans un endroit moins ventilé. N'hésitez pas à poser des questions, on les prendra au fur et à mesure, on ne va pas attendre le temps de questions traditionnel qui est à la fin. Et il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que les questions qui ne sont pas posées. Donc, réagir en cas de cyberattaque. Pour poser un peu la problématique, hop, voilà. Petite diapo. On va parler un petit peu des impacts. Et là, ça aurait été bien d'avoir notre témoignage qu'on aura tout à l'heure quand ça va être réglé. On va parler de deux types d'impacts, direct et indirect. On parle des pertes d'exploitation. Ça, c'est ce qu'on voit. Quand on voit ce genre de diapo, on pense à quoi? On pense aux rançons logiciels. Les rançons logiciels, ça a été la grosse activité de l'année dernière, de l'année d'avant, puisque c'était devenu la première menace pour les professionnels. Le rançon logiciel, au regard de ce qu'on en a pu publier il y a quelques jours, donc sur notre rapport d'activité, c'est une menace qui est en baisse chez les professionnels. On a une perte de 5 points. Alors 5 points, c'est pas énorme. On va dire que c'est plutôt un niveau stable parce qu'il y avait eu un doublement entre 2020 et 2021. Mais le rançon logiciel qui mobilise toutes les consciences, on le regarde parce qu'on se dit ah c'est le danger. Souvent le rançon logiciel, on va reparler de la base. Le rançon logiciel c'est pas une attaque en soi, c'est la finalité d'une attaque. Et on en a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose de visible, quelque chose qui va bloquer les systèmes d'information et qui va faire que vos clients, fournisseurs et tous les gens qui peuvent utiliser votre système d'information ne vont pas y avoir accès. Donc c'est ça ce que l'on parle. Donc on parle souvent des pertes d'exploitation. Les coûts cachés de tout ça, des attaques cyber en général et pas que rançon logiciel, eh bien c'est également tout ce qui est gestion de crise. La gestion de crise, c'est vraiment important. À partir du moment où on a un souci, il va falloir y pallier. Et la gestion de crise va faire appel non seulement à des compétences internes, mais également à des compétences externes. Des gens qui vont pouvoir être là pour analyser les systèmes, pour savoir par où le ou les pirates sont rentrés. Donc ça, ce sont les coûts qui sont directs. Les coûts juridiques. Coûts juridiques, bien sûr, parce que vous avez des contrats. À partir du moment où vous êtes notamment testé sur la disponibilité de votre système d'information, de vos réseaux, de vos services, quand vous êtes dans l'incapacité de pouvoir les donner, vous pouvez avoir les coûts juridiques directs. On a récupéré Joseph, et bien c'est super. Donc vous allez avoir le témoignage et on continuera ça après. Je meuble encore un petit peu le temps, j'aime bien avoir le micro. Voilà. Oh, non. C'est bon, Joseph, tu nous entends? Oui, moi je vous entends. Ok, je t'entends aussi. Du coup, je me présente, je suis le modérateur de ce débat. Voilà. Théo Janvier, j'anime la rubrique cybersécurité au JDN et nous avons avec nous du coup à distance Monsieur Joseph Morel de Marseille qui va nous faire un témoignage de son expérience car son entreprise a subi une cyberattaque il y a plusieurs années. Je vous entends plus là. Ah, bon. Tu m'entends? Ah, le micro fonctionne pas. Je pense que... Vous pouvez laisser tomber le micro. Ouais. Non mais change, comme tu t'es branché à la caméra, il doit essayer de détecter le micro sur la caméra. Ok.
Oui, il est déjà dessus, mais... Ouais, non, mais c'est sur l'autre ordi. Je pense que là, c'est le son. C'est vous qui gère le son. Ça doit être Windows. Je connais pas. Je verrai. Attends, système... Là où tu choisis ton Son. son. Tu les entends, Joseph? Non, toujours pas. C'est qu'on paramètre là-dedans. Moi, je vous entends pas. Vous m'entendez? Oui. Juste lui montrer qu'effectivement on l'entend. Ouais, je lui envoie un message. Un chat. Il ne voit pas parce que l'écran est celui du PC. Ah, Le pire, c'est que les 3 personnes ici vont vous expliquer comment gérer le truc. On arrive à faire marquer un micro sur un ordinateur. Mais c'est pas notre spécialité. C'est bon, j'ai fait une partie. Mettez go, Bah, aïe, si, parce On que commence. go commence. Parce qu'il y a des cas où ils nous entendent pas. Il a pas choisi le château. Sinon, appelez-le par téléphone. En bas, normalement, les paramètres. Effectivement. Ouais, et je propose de commencer comme ça, je te transfère les questions du public. Le micro. Par défaut, c'est quoi ton micro? Réseau, tu sais réseau. Non, par défaut, c'est là. C'est celui-ci? Ouais. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Tu nous entends? Allô, allô, allô? Tu nous entends? Non. Non, tu nous... Non. Bah, attends, on va faire au téléphone. Je te propose que tu commences à raconter du coup ton expérience. Je prendrai les questions du public par téléphone le temps qu'on règle les problèmes techniques. Ok, vas-y, tu laisses y aller. bonjour. Donc, nous sommes un groupe de profession automobile basé sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et Monaco. Et nous avons subi le 13 octobre dernier une cyberattaque. Donc, elle s'est passée dans la nuit du 12 au 13. Et on s'en est aperçu lorsque les premiers collaborateurs ont voulu se connecter. Donc, c'était des écrans noirs. Et quand l'informaticien qui a été prévenu aussitôt a pris la main, il a eu le message classique de rançon, de demande de rançon. Donc il a eu le bon réflexe, il a arrêté électriquement toutes les machines, tous les serveurs, de manière à bloquer déjà le phénomène. En revanche, l'ensemble du groupe était bloqué puisque notre architecture informatique est centralisée. Et du coup, les serveurs étant tous arrêtés, il n'y avait plus du tout d'informatique au niveau de l'ensemble du groupe. Donc, face à ça, nous avons communiqué avec l'ensemble des collaborateurs pour leur expliquer, l'ensemble des directeurs de site, pour leur expliquer la situation. Et nous avons évalué, enfin l'informaticien a évalué l'ampleur des dégâts en termes de serveurs et aussi sur les sauvegardes, puisque les sauvegardes étaient faites uniquement sur site, avec un système qui était validé par Dell, soi-disant inviolable. Bon, la preuve que non, rien n'est inviolable, puisque
les serveurs ont été attaqués, donc particulièrement les serveurs TSE. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, si vous voulez, on a soit des utilisateurs sur des PC, soit des utilisateurs sur des boîtiers de connexion qui ont leur poste de travail sur des serveurs TSE. Et donc le virus est arrivé par un de ces postes de travail qui a attaqué directement à des serveurs et qui s'est répandu sur l'ensemble du matériel. Donc pour la suite de ce qui s'est passé, il a fallu ressortir le papier, le crayon pour les collaborateurs. Donc on a eu une très bonne prise en compte et tout le monde a vraiment mis de la bonne volonté parce que tout le monde s'y est mis à reprendre le papier, le crayon, à travailler manuellement pour ce qui était possible de faire. Évidemment, il y a plein d'outils que l'on ne peut plus utiliser. À partir du moment où on a plus l'informatique, dans une concession automobile, bon, la partie commerciale, c'est ennuyeux, mais c'est surtout la partie après-vente, la partie atelier, où là, il n'y a plus aucun outil qui fonctionne. Et ça devient rapidement compliqué pour les véhicules d'aujourd'hui. Donc l'étape suivante, ça a été de prendre contact avec des sociétés spécialisées. Et nous avons contacté la société allemande pour lui présenter notre problématique. Donc ça c'était pour toute la partie récupération des données, ce qui nous a mis en contact avec la société DataDrac, vers laquelle on a envoyé tous les disques durs des machines, une partie des serveurs, pour des opérations d'estimation des dégâts et de récupération de ce qui était possible de récupérer. En parallèle, sur notre système de gestion, donc le DMS, qui nous sert notamment à la facturation, à la gestion de nos stocks, là, le fournisseur, donc Imaweb, l'éditeur, nous a mis à disposition une équipe, ce qui a permis de remonter un serveur sur des machines qui n'étaient pas branchées, donc qui n'étaient pas infectées. On a pu récupérer des sauvegardes, puisqu'on fait des sauvegardes régulières, même si elles étaient sur site. On fait des sauvegardes régulières. On a pu récupérer une sauvegarde de la J-7 qui nous a permis de redémarrer l'activité, sans les interfaces évidemment, mais en tout cas manuellement. Ensuite, toute la partie paye et comptabilité qui était également hébergée sur site, là, dans un premier temps, pendant à peu près 1 mois et demi, rien n'était utilisable. Donc on a pu récupérer les données début décembre avec des sauvegardes qui étaient pratiquement à 95% récupérées. Et en revanche, là, on a hébergé tout le système chez le prestataire qui est Gexel. Et on a pu récupérer le fonctionnement à peu près normal vers mi-décembre. Enfin, la partie trésorerie, gestion des banques et des comptes, là, en revanche, ça a été rétabli qu'en février, mais c'était moins urgent parce qu'on pouvait quand même travailler sans l'historique, en fait. Et puis la partie mail, où là, on était content d'avoir fourni chez Microsoft avec Exchange, parce que là, une fois qu'on a été reconnecté, tout le monde a pu récupérer. Donc voilà, grosso modo, comment ça s'est passé. Merci Joseph. Ah, je vous entends. Voilà, ça va aller. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions pour Joseph pour commencer? Tournez peut-être le PC parce qu'il voit le ventre, mais pas le. Voilà. Est-ce qu'on connaît la cause racine? Est-ce que tu as entendu la question, Joseph? Est-ce que tu connais la cause racine de cette cyberattaque? Oui, tout à fait. Donc, c'est arrivé puisqu'on a fait analyser toutes nos données de navigation par la société allemande qui nous a rendu un rapport et qui a permis d'identifier le poste par lequel le verre était arrivé. Donc, en fait, il s'agit d'un phishing mail c'était un mail qui était accompagné d'une pièce jointe, d'un fichier HTML, et une collaboratrice l'a ouvert. Et voilà.
Et le verre était dans la pomme. Donc, oui. Oui, est-ce que vous avez eu des signes avant-coureurs? Est-ce que vous avez déjà eu des attaques? Combien de temps est-ce qu'une fois que la pièce jointe a été ouverte, ça a tout de suite bloqué en écran noir? Ou est-ce que c'était un verre latent qui traînait pendant des semaines? Non, ça a été, je crois, en 3 jours. Ils ont réussi, une fois que le verre était dedans, ils ont installé le logiciel, enfin oui, il s'est installé tout seul, parce que c'est plus ou moins des systèmes pseudo-intelligents. Et la mise à feu a été faite en pleine nuit à 3 heures du matin. Et jamais eu d'attaque avant? Non, après, il y a eu des petites attaques sur des comptes mail, mais assez classiques qu'on reçoit tous, donc qui n'avaient pas du tout l'ampleur de ce qu'on peut voir. C'est du type phishing sur des coordonnées bancaires, sur des choses comme ça, mais rien à voir avec ça. Comment s'est effectuée la demande de rançon? C'est uniquement un message. Alors, pour la petite histoire, il nous demandait 25 millions d'euros. Donc, bon, voilà, je pense qu'ils doivent envoyer le même message, quelle que soit la société. Bon, voilà, hein, de toute façon, dans tous les cas de figure, je ne suis même pas certain qu'ils soient capables d'arrêter leur système. Donc, il faut surtout ne rien payer, ne rien compter, quoi. Comment vous avez prévenu les collaborateurs? Par téléphone. Alors, Dieu merci, la partie téléphonie est indépendante et du coup, on n'a pas eu de panne sur la téléphonie. Je voudrais savoir si vous avez porté plainte et si les autorités ont travaillé sur le groupe source qui vous a agressé. Alors oui, on a porté plainte tout de suite. Oui, j'ai fait la déclaration à la CNIL parce qu'on ne savait pas s'il y avait eu des vols de données ou pas. En revanche, sur la suite donnée par les autorités compétentes ou les brigades d'intervention, on n'en a rien, on n'a pas eu d'écho. On n'a pas eu de complément d'information, etc. Donc bon, je suis pas certain qu'il y ait eu énormément de choses de faites par la suite, quoi. Est-ce que vous les avez relancés pour savoir si l'enquête, malgré tout, avait progressé? Non. Non, on les a pas relancés. C'est vrai qu'on a été un peu, bon, on est une PME, on a été un peu préoccupé par la remise en service. Mais pourquoi pas le faire maintenant, hein? Et quelles mesures, quelles mesures correctives et de remèdes et de précautions avez-vous pris ensuite en termes de learning? Alors, de plusieurs ordres. La première, c'est qu'on a traité avec un fournisseur pour faire des campagnes de phishing. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des hackers et ils envoient des campagnes de mails aux collaborateurs pour voir ceux qui se font prendre ou pas. Alors, ça a un but pédagogique dans un premier temps. Et puis, après, ça le sera moins si ça se reproduit, évidemment. Donc, on a prévu 3 campagnes qui devraient démarrer la première en avril. Par ailleurs, d'un point de vue précaution, donc toute la partie gestion, la comptabilité et la paye qui était hébergée en local, on a tout hébergé chez le fournisseur. Donc là, c'est sauvegardé sur un cloud et c'est plus chez nous, on se connecte à distance. Et pour la partie DMS, donc notre logiciel de gestion, ainsi que nos serveurs utilisateurs, les serveurs TSE, on fait une sauvegarde chez nous et une sauvegarde chez un hébergeur. Alors, je voudrais savoir, vous avez fait allusion à la récupération de vos données juste après. Vous avez fait comprendre comme quoi vous aviez, comment on appelle, une gestion centralisée. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour récupérer ici, comment on appelle, vos données juste après l'investigation ou après, comment on appelle, l'incident. On a fait appel, donc on a expédié tous nos disques durs des serveurs
chez un prestataire qui s'appelle Databack, qui nous a fait de la récupération. Il faut savoir que, alors c'est eux qui nous l'ont dit, les systèmes de cryptage, en fait, sont des systèmes qui cryptent la partie visible des données, des fichiers. C'est-à-dire que même si on n'a plus rien à l'écran, il faut savoir qu'il y a rarement plus que 10 à 15% des données qui sont cryptées. Alors après, ça dépend de la durée du virus, mais c'est vrai que comme notre informaticien a eu le bon réflexe de débrancher électriquement toutes les machines, le cryptage s'est arrêté à ce moment-là. Et on a pu, en fonction des dates des sauvegardes, on a pu recouper des sauvegardes un petit peu plus anciennes qui étaient intactes avec la récupération des données de Databack, et on s'en sort pas trop mal au niveau pour le serveur de données, notre serveur de gestion, on a tout récupéré. En revanche, sur les serveurs TSE, donc qui sont les postes de travail des collaborateurs, là il y a eu des grosses pertes. Oui. Sur le fournisseur, comment est-ce que vous avez fait pour trouver le prestataire qui vous a aidé? Vous aviez un service de CERT ou vous l'avez trouvé via votre réseau? Comment ça s'est passé? On l'a trouvé, entre autres, notre PDG, Marc Bruchet, qui fait partie de Mobiliance, connaît aussi, et le patron de Mobiliance connaît un certain nombre de gens, notamment au MEDEF. Après, c'est un réseau. Et on a pu avoir les noms des entreprises spécialisées dans ce genre d'opérations de récupération de systèmes. Après cette expérience, quels conseils pouvez-vous nous donner en fait pour nous qui n'avons pas encore été touchés, quoi? La première des choses, au niveau des utilisateurs, parce que c'est quand même par là que, pour nous en tout cas, qu'est venu le problème. Pour les utilisateurs, je pense que les campagnes de phishing sont un bon moyen pédagogique pour apprendre aux gens à se méfier de ce qu'ils reçoivent. Après, on ne peut pas tout éviter comme ça non plus. Et c'est pour ça qu'on a, ce qui n'était pas le cas avant, on a délocalisé un certain nombre de machines et on a doublé nos sauvegardes avec des sauvegardes extérieures sur des sites sur le cloud ou sur des sites spécialisés des entreprises qui font du stockage de données numériques. Et à combien évaluez-vous les pertes de cette attaque et les répercussions? Alors, le coût direct des attaques, c'est-à-dire le coût de toutes les prestations dont on a eu besoin pour remettre en service, plus un certain nombre de machines qu'on a dû renouveler, grosso modo, on doit être entre 90 et 100 000 euros. Et ensuite, les pertes indirectes, les pertes d'exploitation, on n'a pas réussi à les chiffrer. Heureusement pour nous, elles sont très faibles. Parce que quand on regarde nos tableaux de bord, nos chiffres, etc., et c'est là que je l'avais souligné au début de mon intervention, on peut vraiment remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui ont vraiment pris le problème à bras-le-corps, qui ont rappelé les clients, qui ont fait beaucoup pour limiter tous ces problèmes techniques qu'ils avaient pour leur quotidien, quoi. J'ai une question. Comment se sont passées vos relations et réactions de vos clients et la relation avec vos banques et assurances? Alors, je vais commencer par le plus facile. L'assurance, ça s'est bien passé parce qu'on n'était pas couverts. Ça nous a permis de repasser en revue nos contrats comme ça. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose auquel on était très sensibilisé jusque-là et du coup, on n'avait pas pris tellement de précautions. Bon, après coup, on s'est renseigné pour ce qui est des assurances. Pour pouvoir être couvert, il faut mettre les ceintures, les bretelles, le parachute, etc. Donc, à la limite, une fois qu'on a fait tout ce qu'il faut, on risque plus grand-chose, quoi. Alors, ensuite, pour les clients, alors, Dieu merci, ce que je vous disais tout à l'heure, la téléphonie n'a pas été touchée. Donc, ça permettait de garder le contact et ça a permis de temporiser, de trouver des solutions. Nous, pour la partie après-vente, pour mettre à disposition des véhicules de remplacement quand on ne pouvait pas réparer les véhicules, etc.
Pour les délais de livraison, ça, ma foi, la logistique des constructeurs continue d'avancer. C'est juste nous qui avons pris un peu de retard. Mais là aussi, on a pu trouver des solutions au coup par coup. Et franchement, on s'en porte pas mal, quoi. Et les banques? Bon, les banques, ça c'est bien. Il n'y a pas eu de problème particulier. Hein. Il n'y a pas eu comment dire, de vol de données. On n'a pas eu de choses comme ça, de fuite. Donc on n'a pas eu de souci avec ça. Oui. Si ce n'est que ça fait une dépense un peu exceptionnelle, mais bon. Alors, en revanche, pour finir sur les banques commencent à faire comme les compagnies d'assurance, c'est-à-dire qu'elles commencent à nous demander de faire des audits sur la sécurité informatique, parce que ça devient un critère d'attribution, enfin de solidité financière, quant à la continuité d'activité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a bien ressenti dans leur discours. Alors, pour l'instant, nous, on n'a pas été touchés, mais c'est vrai que c'est une information qui n'est pas négligeable que je vous donne, en tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas. C'est que les banques s'intéressent de plus en plus à ce point faible, entre guillemets, des entreprises. J'ai deux questions. La première, c'est après cet incident, est-ce que vous avez une organisation ou un prestataire qui s'occupe de votre sécurité, mais purement de la sécurité informatique, d'une part? Non, c'est notre société. Alors, en plus, cet incident s'est fait au moment où on avait un service informatique interne. Et le responsable informatique a souhaité quitter l'entreprise. Donc, il était en période de préavis quand c'est arrivé. Et du coup, on était en cours d'appel d'offres pour un prestataire, puisqu'on a choisi d'externaliser cette prestation, le service. Et du coup, c'est le prestataire que l'on a choisi qui s'est occupé de la reconstruction de nos systèmes. D'accord. Et donc, du coup, c'est eux qui s'occupent aussi de la sécurité, entre autres, mais il n'y a pas une personne en particulier, quoi. Maintenant, c'est aussi une préoccupation de tout le monde et de tous les jours. Hein. D'accord. Vous n'avez pas de SOC, vous n'avez pas de Security Operations Center, des choses, enfin, vous n'avez pas de ce genre de choses qui gèrent. On a remporté surveillance des activités sur les serveurs, etc. Donc, c'est une espèce de super antivirus, quoi. Ouais. Et une autre question à l'issue. Après ça, est-ce que vous avez organisé une sorte de cellule de crise en cas de nouvelle attaque? Non, parce qu'on est trois à le faire. Donc, bon, aujourd'hui, on sait comment s'y prendre. Mais on n'a pas une dimension qui nécessiterait une organisation particulière, quoi. Dernière question après avoir qu'on avance sur la présentation. Oui, merci pour votre témoignage. Je voudrais savoir quels sont les sentiments que vous gardez après cette expérience. La personne qui finalement était patient zéro, qu'est-ce qui lui arrive, comment elle vit, et est-ce que ça a généré le sentiment de peur au sein de l'entreprise? J'ai pas très bien coupé. Ça coupe un petit peu. Et comment vit la personne qui a finalement fait entrer l'attaque au sein de votre système d'information? Deuxième question, quels sont vos sentiments en tant que dirigeant et est-ce que vous avez peur? Des collaborateurs non, de la collaboratrice, si j'ai bien compris, qui a cliqué sur une pièce. On va pas l'accabler. Elle n'y est pas pour grand-chose. Hein. Non, mais comment elle, c'est pas, je veux dire, elle. Cette responsabilité sur le dos, ça aurait pu arriver à bien d'autres gens. Et comment elle vit maintenant? Elle et ses collègues, est-ce qu'ils ont peur à la réception de chaque mail de cliquer? L'ensemble des gens ont pris conscience qu'il fallait vraiment faire attention. Et c'est aussi l'objet de ces campagnes de phishing que nous allons mettre en place, que nous avons organisées, que nous allons mettre en place, pour justement redonner les signes et les repères qui font qu'on peut se faire avoir un jour ou l'autre, parce qu'il y a des mails qui sont vraiment très bien faits et qui sont très trompeurs. Mais non, on l'a rassurée aussi. On ne voulait pas qu'elle culpabilise à cause de... Bon, ça peut arriver, malheureusement. Et elle fait toujours partie de l'entreprise. Elle est toujours là, il n'y a pas de souci.
Merci Joseph pour ton témoignage. Je te propose de rester le temps du reste de la présentation. Tu pourras intervenir quand tu veux, quand tu entends. D'accord. Merci. Non. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, juste à mettre en plein écran. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'était vraiment un témoignage vraiment intéressant de la part de Joseph. Il a parlé beaucoup des impacts. Il vous a dit, il vous a parlé, et c'est bien, ça rebondit, des impacts directs, indirects. Indirect, il a subi visiblement assez peu d'impacts indirects. Mais il faut vraiment penser à tout ça. C'est-à-dire, d'un côté, ce qui va arriver de manière immédiate, quand on va se retrouver avec un système qui est bloqué. Et il va falloir aussi penser, parfois, ces impacts indirects peuvent être vraiment importants. On parle de dysfonctionnement interne, parce que le temps de retrouver et de remettre en place le système d'information, ça va prendre un temps certain. Ça c'est arrivé en octobre, et vous avez vu entre le moment où ils ont pu récupérer l'intégralité de leurs fonctions, je crois qu'on était vers février. Donc en gros, on arrive novembre, décembre, janvier, février, on a déjà 4 mois. 4 mois, c'est supportable pour certaines entreprises quand ils arrivent à travailler en mode dégradé, mais pour certaines autres, ce n'est pas le cas. Quand le quotidien, c'est les échanges mails et beaucoup de choses qui sont numérisées, on est vraiment embêté. Et pour les grands groupes et pour pas mal de groupes, c'est aussi la perte d'image. La perte d'image, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui fait qu'avant, quand il y avait des cyberattaques, c'était vraiment, ça passait sous le tapis. Il ne fallait pas trop en parler. Les gens n'en parlaient pas. Et il y a des fois, ils étaient obligés d'en parler parce que c'était inaccessible. Mais moins ils le faisaient de la publicité autour de ça, mieux ça allait. Maintenant, on a changé de ce côté-là. Il y a de plus en plus d'entreprises et des gens comme Joseph qui témoignent justement pour partager leur expérience. Une expérience comme ça, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, doit se partager par le maximum de personnes pour pouvoir faire évoluer cette sécurité. Ce que je vous propose, et on va en parler, alors il va y avoir 2 diapos derrière qui vont être pour Christophe en tant que représentant de la CNIL, qui pourra vous parler un petit peu de tout ça. Un contenu en 3 phases. Cette présentation elle sera disponible bien sûr par le MEDEF. Première chose, les premiers réflexes. Là, on se positionne au moment où arrive la cyberattaque. Eh bien, on doit alerter immédiatement son support informatique, qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Bien sûr, ça va être les premiers artisans, les premiers qui vont arriver, qui vont dire ce qu'il faut faire. Est-ce que je coupe le courant? Est-ce que juste je coupe le réseau? Parce qu'attention, en matière de cyberattaque et en termes de rançon logicielle, le fait de couper la machine peut aussi parfois empêcher la récupération de données. Parce qu'il y a eu un arrêt, des fichiers qui sont restés ouverts et qui ne vont pas pouvoir être récupérés. Donc attention, des fois, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de règle en la matière. La deuxième, on doit isoler les systèmes attaqués. Ça, c'est important. C'est la première des choses. Tout ce qui est attaqué, et même je vous dirais qu'à la base, quand on découvre une cyberattaque, on doit tout isoler, on doit tout bloquer de l'extérieur pour éviter la contamination à d'autres équipements. On doit constituer une équipe de gestion de crise. La constitution d'une équipe de gestion de crise, ça va être dans des groupes qui sont quand même d'une taille relativement grande. Parce que la gestion de crise, quand on est une petite entreprise, ça se limite à 3 personnes. Donc en gros, oui, on va parler ensemble. Mais quand je parle ici de gestion de crise, c'est simplement pour dire qu'on doit associer tout le monde. Tout le monde est dans le même bain. On parle du dirigeant, on parle des collaborateurs, on parle des ressources humaines, on parle de Josie de la comptabilité ou Alphonse de la comptabilité. On parle de tout le monde en fait. Parce que tout le monde est impacté, c'est son outil de travail qui a été attaqué. Et on doit associer tout le monde et tout le monde doit pouvoir parler. Il faut savoir qu'une attaque, et bien sûr on parle à nouveau encore de rançon logicielle, mais pas que, c'est un tsunami. Dans le cas de la rançon logicielle, on se retrouve avec d'un côté l'incapacité de pouvoir communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est sourd, on est aveugle, on est muet. Et bien ça, c'est un impact qui est énorme. Et on a des gens qui tout d'un coup se retrouvent sans leur outil de production
et ne peuvent pas travailler. Et ça a vraiment des répercussions. C'est pas « Ah, ben on est en vacances ». Non, c'est « Ah, on ne peut pas travailler ». Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que mon job va être pérenne? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on doit vraiment associer tout le monde dans cette gestion de crise. Je te coupe rapidement, Denis, sur ce point-là, sur la constitution de l'équipe de gestion de crise. L'idée, c'est même de le penser avant, hein, parce que savoir qui contacter et qui pouvoir, savoir quelles sont les personnes qui en font partie, savoir comment les contacter. Quand c'est un crypto-locker, si vous avez un beau document qui vous explique comment gérer votre crise, que vous êtes dit, j'ai la liste de mon PDG, de mon directeur financier parce que c'est le week-end, et que c'est chiffré, vous n'avez pas accès. Savoir comment communiquer avec les personnes lorsque vous n'avez plus de service mail. Dans ce cas-là, il faut peut-être prévoir en amont, en se disant, si je suis chiffré, que je perds tout mon système, il faut que j'ai un système, on va dire, dérogatoire, ou que je sache utiliser pour pouvoir communiquer, pour pouvoir gérer ma crise. Après, autre point, alors on va pouvoir un peu discuter, hein, je pense qu'en fin de diapo, on va pouvoir discuter un peu de quelques-uns de ces points, et puis avant de passer, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment 3 diapos essentiels, hein, je ne vous prendrai pas trop de votre temps. Tenir un registre des événements et des actions réalisées. Ben, c'est un peu comme un inspecteur qui arrive sur un lieu de crime. Tous les endroits où il va cheminer, les actions qu'il va faire, ce qu'il va bouger, ce qu'il va constater, eh bien, il faut le documenter. Parce qu'on a une mémoire, mais notre mémoire, elle n'est pas extensive. Donc, on doit marquer point par point toutes les actions qui vont être menées de la découverte jusqu'à la rémédiation. Et cette main courante est très importante. Elle va permettre d'un côté de savoir à quels endroits vous avez été bon, à quels endroits vous avez été mauvais, et ça va vous permettre aussi de conserver les traces, les preuves qui seront importantes dans le cadre de l'enquête judiciaire. Donc on tient un registre des événements, des actions réalisées, et voilà, ça vous permettra derrière de faire tout ce qui est rétex, et en même temps de mettre à disposition des enquêteurs. Bien sûr, préserver les preuves de l'attaque. Important, à plusieurs titres. D'un côté, effectivement pour l'enquête, mais également pour vous, dans la deuxième phase qui consistera notamment à savoir par où le ou les pirates sont rentrés. Oui. Attends, vous devez avoir un autre micro. Dans les priorités, je suis étonné de ne pas voir mentionné tout de suite alerter les autorités. Alors ça, vous allez voir, regardez. On va le voir ici. C'est-à-dire que d'un côté, on est sur la découverte. Là, on est dans le pilotage de la crise. C'est-à-dire d'un côté, je vous parle on parlait des premières mesures, les premières mesures qui consistaient en fait, qu'est-ce que je dois faire immédiatement? Et là, maintenant, on est dans le pilotage de la crise. Donc, prévenir les autorités, vous voyez, ça arrive à ce niveau-là et assez vite. D'abord, première des choses, on va penser pérennité. Donc, normalement, et c'est ce dont parlait Christophe tout à l'heure, quand tout se passe bien, quand on a un petit peu pensé son principe, on a mis en place un plan de continuité, de reprise d'activité. Donc, si on a bien pensé, si on y a pensé, et si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à le faire, on le déclenche tout de suite. Il est fait pour ça. C'est pour permettre de travailler en mode dégradé. Et tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver sur la déclaration du sinistre. Déclaration du sinistre, l'assureur, alors Joseph vous en a parlé, il n'était pas assuré à cette époque. Et effectivement, ce qu'il disait, c'est que maintenant, les assurances mettent en place, font beaucoup de demandes avant de vous assurer, en vous disant, si vous ne mettez pas ça, 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 ça et ça en place, on ne vous assurera pas ou on vous assurera peu. Mais en attendant, on va déclarer auprès de son assureur. Pourquoi? Parce que derrière, il va peut-être vous dire, mais moi j'ai quelqu'un qui intervient, comme Allemande par exemple, qui intervient dans ce genre de crise et qui va pouvoir vous accompagner sur la recherche de traces ou pour la remise en service ou ce genre de choses. Donc ça peut être lui qui peut aussi vous donner des conseils et d'emblée, il va pouvoir vous aider. Auprès de la banque, pour éviter les virements frauduleux, bah oui, c'est évident. Quand on a un ou des pirates qui sont arrivés dans son système d'information, eux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire de l'argent. Et l'argent, il va le faire avec la rançon, il va le faire avec les données qu'il a pu vous exfiltrer au préalable, et il va le faire aussi avec tout ce à quoi il a pu accéder. Donc toutes les données bancaires, c'est génial. Vous avez une entreprise qui est dans le noir, vous avez récupéré les données bancaires, vous pouvez envoyer des mails en lieu et place de quelqu'un, collaborateur, et donc peut-être changer un RIB au niveau d'un fournisseur, au niveau d'un client. Ils vont essayer, eux, de faire de l'argent par tous les moyens. Donc la première des choses que vous allez devoir faire, c'est de dire, attention, je suis en période de crise, je suis en pleine gestion de crise, donc s'il vous plaît, ma banque, faites attention à ce qui peut se présenter. Soumettez-moi, et à partir de ce moment-là, on évitera l'évasion de capitaux. Le dépôt de plainte,
dépôt de plainte avant toute rémédiation. Bah oui, oui, vraiment, c'est tout simplement parce que effectivement, sur les systèmes, plus les systèmes sont complexes, plus ça va être des prestataires extérieurs, ce ne sont pas des enquêteurs spécialisés en criminalité informatique qui vont pouvoir extraire la donnée directe. Parce que souvent, c'est soit vous avez des ressources en interne qui vont pouvoir directement trouver les fichiers événementiels, qui connaissent le système et qui vont pouvoir donner ça, ou alors un prestataire extérieur qui va pouvoir extraire les données, les preuves dont on va avoir besoin pour le dépôt de plainte. Mais bien sûr, il faut absolument figer ça dans le marbre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois pour l'enquête et à la fois pour savoir où est-ce que les pirates sont passés. Identifier l'origine et l'étendue de l'attaque, puis corriger. Bon, ça va de soi. Ça va vraiment être dans le pilotage de la crise. Maintenant, un point qui est super important, et je vais laisser Christophe en parler juste après, parce qu'il a les slides qui sont dédiés, c'est la notification de la CNIL dans les 72 heures, en cas de modification, suppression, accès à des données à caractère personnel. Moi, je vais juste parler de ce dernier point avant de passer la main à Christophe. Gérez vos communications avec le juste niveau de transparence. Pourquoi? Quand on est attaqué, quand son système est indisponible, ça se voit. On va vous poser des questions, on va dire, mais il y a un problème là en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Et pourquoi vous ne payez pas tel facture? Mais expliquez-moi. Eh bien, vous allez devoir parler aussi bien à vos employés, mais ça vous l'avez fait lors de la constitution de l'équipe de gestion de crise, mais il va falloir parler à vos fournisseurs, il va falloir parler à vos clients, mais vous n'êtes pas là pour dire exactement ce qui se passe chez vous. Vous êtes là pour lisser votre information, dire on a eu un souci, on a eu un rançon logiciel. Souvent, ça se passe en plusieurs fois. C'est on a une indisponibilité, on a un problème technique. Ça, c'est souvent la première chose. Visible de l'extérieur, le site est bloqué, on a un problème. Ensuite, très vite, il va falloir expliquer la nature du problème. Mais vous n'êtes pas là pour dire tiens, c'est tel groupe qui nous attaquait, on nous demande tant pour pouvoir récupérer les données, il y a des données qui ont été accédées. Non, vous allez d'abord faire l'inventaire et ça fait partie de tout ça. Dans la recherche de traces, vous allez d'abord faire l'inventaire et au fur et à mesure, expliquer peut-être quand ça vous est demandé et quand c'est nécessaire des choses qui ont pu vous arriver. Vous allez devoir rassurer tout le monde, à la fois les clients. Pour les collectivités territoriales, il va falloir rassurer les gens qui vous ont confié des données personnelles, notamment sur la gestion, par exemple, des dossiers scolaires, des trucs comme ça, des allocations, ce genre de choses. Donc voilà, il faut avoir un niveau, faut communiquer, mais il ne faut pas communiquer de n'importe comment et dans tous les sens. Et vous n'êtes pas là pour faire une situation exhaustive de ce qui s'est passé. Mais le défaut de communication sera préjudiciable. Parce que dans ces cas-là, quand on ne communique pas, c'est on ne veut pas nous raconter la vérité. On ne veut pas nous dire ce qui s'est vraiment passé. Si ça se trouve, c'est encore beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit. Donc, on doit faire attention à ça. Communiquer avec le bon niveau de transparence. Alors, je vais vous parler un peu du côté violation qui était indiqué tout à l'heure par Denis, mais pas que, parce que vous allez voir, c'est malheureusement un cumul, on va dire, d'obligations. Donc moi, je suis la CNIL, donc je vais vous parler plutôt de violation, mais vous n'avez pas que ça. Le fait de notifier sa violation, ça ne va pas vous dédouaner de notifier à votre assurance, ça ne va pas vous dédouaner de porter plainte. Ce ne sont pas les mêmes procédures. Donc quand vous faites une notification à la CNIL pour une violation, ce n'est pas un dépôt de plainte. Tout comme si vous êtes un hôpital, vous pouvez être aussi bien soumis certes au RGPD puisque vous gérez des données personnelles et pendant la crise, ces données personnelles sont touchées, modifiées, perdues, donc il faut notifier. Mais vous avez également la loi santé qui vous oblige à notifier à l'ARS. Et vous êtes peut-être OIV, donc vous avez la LPM qui vous oblige à notifier à une autre autorité. Donc moi, je vous parle RGPD, mais le spectre de tous les textes européens et locaux est de plus en plus friand de notification et d'accountability sur ces sujets-là. Alors, est-ce qu'il a envisagé une centralisation des notifications? À ce stade, non. On a commencé à y réfléchir avec l'ARS et le ministère de la Santé. Ça peut lever des problématiques, on va dire, de qui va porter le projet. Parce que la CNIL, on est une autorité indépendante, hein, donc on n'est pas du tout lié malheureusement, ou pas en tout cas, on peut pas jouer sur le dites-le nous une fois. Si jamais le système tombe, qui c'est qui est responsable? Sachant que lorsque la personne fait une notification sur la CNIL, techniquement, si derrière c'est mal géré, il pourrait y avoir des sanctions. Donc imaginons que le système du ministère ou de la DINUM ou que sais-je qui gérerait le truc tombe, qui c'est qui est responsable? Est-ce que c'est la DINUM? Est-ce que c'est la CNIL parce qu'on l'a pas reçu? Est-ce que c'est le déclarant? Donc on essaie de trouver une solution pour que la personne n'ait qu'à faire une seule démarche qui touche toutes les institutions auxquelles il doit parler, mais pour l'instant, je ne vois pas encore la solution vraiment arriver.
Ouais, merci. Sans vouloir jouer sur les mots, mais c'est vraiment pour avoir une lecture, on va dire, juridique du sujet, si possible sous 72 heures. Tout à fait. Ça veut dire que si on ne respecte pas 72 heures, on C'est n'est pas pas grave. pour autant. Ouais, voilà, c'est le sens de la Alors, question. c'est le texte qui dit ça. Dans Non, les faits, justement. quand vous nous demandez, on va dire il faut identifier sous 72 heures. Sous 72 heures, on essaie, si possible, si vous avez l'info. Alors, encore une fois, vous êtes une petite entreprise, c'est jeudi soir, vendredi, c'est férié, il y a un incident qui arrive le jeudi soir, vous n'arrivez pas forcément à le qualifier de suite, vous vous rendez compte que pendant le week-end, c'est pas bon, mais vous êtes un peu tout seul parce que vous n'avez Il y a pas le forcément les stress ressources. le stress de la Vous arrivez gestion le de crise, lundi, etc., lundi, quoi. vous commencez à réfléchir, vous faites ça que le lundi soir ou le mardi, c'est pas grave. C'est pas grave. La CNIL ne vous embêtera jamais avec ça. Ok. Ce que dit le texte, c'est que si vous ne faites pas dans les 72 heures, il faut expliquer pourquoi. Donc vous devez dire, oui, j'étais tout seul, je savais pas. Certains nous disent, c'est mon assureur qui m'a dit de le faire. Ça fait un mois que j'ai découvert, je connaissais même pas l'obligation. On m'a demandé de le faire, je le fais. Donc voilà. À la différence, si vous êtes un grand groupe et que vous mettez 3 semaines, 4 mois pour nous notifier en disant, j'ai oublié, là on va vous dire, écoutez, voilà, on adapte au contexte aussi. Hein, c'est important ça. Excusez-moi, en fait, j'ai été DPO d'un groupe qui a subi une attaque. Peut-être on peut rajouter, si vous me permettez, qu'il peut y avoir une notification préalable, première, puis après des notifications complémentaires, parce qu'on ne sait pas forcément au début combien de données sont concernées et de personnes concernées par la suite qui doivent être identifiées. Donc il peut y avoir plusieurs dans le temps, de respecter ce délai, puis après de compléter, si je peux me permettre. Il y a l'avantage et l'inconvénient du RGPD qui dit que vous pouvez faire une notification en plusieurs temps, mais qui ne donne pas de délai. C'est-à-dire que quand un crypto-locker vous touche, 72 heures, c'est court hein, pour savoir. Il faut faire l'inventaire de tout ce qui est touché. Souvent, ça touche tout. C'est très transverse. Donc, ça touche tous les traitements, aussi bien clients qu'employés, etc. Il faut faire l'inventaire du volume, de la typologie des données. Il faut jouer un exercice un peu difficile pour les entreprises qui est de faire une analyse de risque pour les personnes concernées. Ce n'est pas votre analyse de risque à vous, hein, en disant moi, je vais perdre tant d'argent ou mon image ou mon marché, etc. Là, c'est de dire les données des personnes qui sont concernées, quel est le risque. On va vous donner un exemple simple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps maintenant, quand il y a eu la violation avant le RGPD, c'était au Canada, sur Ashley Madison. C'est un site de rencontre adultère. Les données avaient été sorties. L'idée, c'est pas de dire quel est le risque pour l'entreprise. Le risque pour l'entreprise, c'est le même que si c'est Mythique ou que si c'est la Redoute, entre guillemets, qui se fait toucher, puisque c'est des clients. Là, le risque pour les personnes, c'est un site de rencontre adultère. Le risque devient beaucoup plus élevé. Il y a eu des suicides. Il y avait des pasteurs, des gens qui sont suicidés. Bon, donc c'est vraiment de se mettre à la place de la personne en disant moi je suis un site qui touche une certaine population, quel est le risque pour ces gens, le fait de savoir qu'ils sont je sais pas, de tel bord politique ou que sais-je. Bref, et donc tout ça, si possible sous 72 heures, il faut notifier la CNIL dès lors qu'il y a un risque pour les droits et libertés des personnes. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de le faire. Souvent, je ne vais pas vous cacher, il y a un risque. Minime, mais il y a un risque. Et ensuite, quelque chose qui est un peu plus compliqué, c'est que potentiellement, vous devez informer les personnes elles-mêmes que leurs données ont été touchées. Et là, c'est quand il y a un risque élevé. Et bien entendu, l'idée, c'est de discuter avec la CNIL quand vous n'êtes pas capable d'analyser vous-même le risque. L'idée, c'est d'accompagner, de vous aider à faire ça. Hein. Si vous... Sur un site adultère, vous n'avez pas les moyens, vous, d'appeler chacun des clients, des anciens clients de cette société. C'est pas ce que vous allez faire. Alors non, attention, là on est sur de la comptability. Donc c'est tout l'idée du texte, c'est-à-dire que depuis le RGPD, il n'y a plus la CNIL qui vient vous chercher, c'est vous qui devez, un peu comme quand vous faites vos déclarations d'impôts à la fin de l'année, si vous ne voulez pas déclarer, déclarez pas. Après, si jamais ça sort dans la presse ou si jamais on se rend compte que c'est bizarre, que telle entreprise... Que porte l'entreprise. Nous, on lit la presse, on voit ce qui se passe, on dit tiens, c'est bizarre... je vois un tweet, quelqu'un qui tweet en disant il y a une base de 1 milliard de données de telle boîte, je vais vous regarder. Je veux dire, effectivement, c'est bien cette boîte-là. La boîte n'a pas notifié. Est-ce qu'elle était au courant? Si on trouve des échanges de mails internes qui disent oui, ils étaient au courant, ils ont voulu cacher, ça va être contrôle. Et là, ça peut arriver malheureusement sur des sanctions. L'idée de cacher. Mais en fait, c'est vraiment l'entreprise qui fait la démarche. Ce qu'a fait Joseph. Joseph a fait sa notification à la CNIL pour dire j'ai un crypto-locker. Et dans sa notification initiale, il ne sait pas grand-chose puisqu'il est touché, il ne sait pas s'il y a le volume, il ne sait pas si ça a été exfiltré ou pas, il ne sait pas grand-chose. Oui. Et un complément, votre société, vous êtes tiers à cette relation-là, mais vous pouvez vous dire, j'ai peut-être mes collaborateurs qui ont été pris et ils vont être victimes de chantage. Donc nous, notre security officer s'est saisi de ça, a récupéré les fichiers et s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en risque chez nous si on publiait ça. Donc il y a tout ça à voir. Quand vous faites pirateur, des attaques simples, la plupart du temps, c'est pas les 0D ou les choses très... les attaques étatiques, ça existe, hein, mais
souvent, ce qu'on va voir, c'est quand même la base. C'est la personne qui clique sur un lien d'un phishing, un mail qui est détourné. Souvent, on voit des communes qui se font attaquer, qui se font toucher leur mail. Et les mails sont utilisés pour faire d'autres campagnes de phishing. Souvent, les gens disent c'est pas grave. Oui, mais enfin, un mail, moi, qui vient du maire ou de ma ville, voilà, si je vois l'extension de ma ville, j'aurais plutôt tendance à cliquer dessus. Si c'est un mail Amazon-votre livraison@gmail.com, je vais ok, c'est bon, j'ai compris, c'est un faux truc. Quand c'est un mail officiel de ma ville qui vient, ben, c'est important qu'on dise attention, ce mail-là n'est pas vrai, ne cliquez pas dessus. Parce que moi, j'ai inscrit mes enfants à la crèche, par exemple, ben, si je m'attends à recevoir quelque chose de la commune. Ce que disait Joseph tout à l'heure, il parlait de la primo-infection. C'était un phishing. Nous, ce qu'on a vu en 2022 chez cybermalveillance.gouv.fr, c'est que le premier, maintenant, la première menace, c'est plus le rançon-logiciel pour les professionnels, mais c'est le phishing. Le phishing, c'est le vecteur toute catégorie, du particulier au professionnel, en passant par la collectivité territoriale. C'est vraiment passé en première place, alors qu'avant, il était en troisième place en ce qui concernait les professionnels. Parce qu'attention, le phishing, on parle du phishing traditionnel, celui qui existe depuis plus de 20 ans, depuis le développement, le grand boom de l'Internet public. C'est quelque chose qui s'est professionnalisé. C'est quelque chose qui est de plus en plus efficace. On a même des variantes. Maintenant, on parle de smishing, le phishing par SMS. Vous l'avez vu à une époque avec le CPF. Qui a reçu le CPF Mail du CPF, Amélie, Critères et tout ça. Oui, exactement. Hante, oui, pour les amendes, effectivement. Donc, tout ça, ce sont des choses, on en reçoit, c'est quelque chose vraiment qui est devenu un gros vecteur. Et souvent, le phishing, nous, on l'appelle chez nous la mère des cybermalveillances. Parce que souvent, ça commence par un phishing. Ensuite, on a une escalade sur un piratage de compte. Le piratage de compte, avant, c'est le compte bancaire. Maintenant, c'est le compte mail. Parce que le compte mail, c'est quelque chose dans lequel il y a énormément d'informations. Et si vous arrivez à aller sur une boîte mail d'un collaborateur au sein d'une organisation, vous allez pouvoir vous insérer dans un échange, donner une légitimité à la personne que vous allez piéger en face. Vous vous insérez dans une conversation, vous faites un reply, vous mettez votre beau lien de phishing, la personne se dit « Ah, je connais l'interlocuteur ». C'est une conversation qu'on a vraiment eue et elle est beaucoup plus enclin à cliquer dessus. Parce que le principe du phishing, c'est ça. C'est de donner envie à la personne de cliquer. Alors, soit on lui fait peur, maintenant ça marche de moins en moins. Souvent, on lui donne envie. Ou alors, on lui dit, ah tiens, sur la peur, ça va être le paiement de l'amende, ça va être le compte qui tombe en désuétude, compte Netflix ou ce genre de choses. Et là, maintenant, c'est ça, c'est le piratage de compte. De plus en plus, et sur les Office 365, on a eu énormément de choses comme ça qui ont pu être signalées, où des pirates s'interfacent dans des échanges déjà existants pour pouvoir insérer leur charge virale. Et la charge virale, c'est un PDF, parce que le PDF, c'est tout sauf un simple document scanné, c'est un truc qui est beaucoup plus complexe, qui peut faire une connexion distante, récupérer une charge qui va s'installer sur l'ordinateur. La macro Excel, ça marche de moins en moins. Microsoft est arrivé à essayer de refermer, mais a réouvert. Et on a le lien. Et les liens Internet, souvent, on a des 0-day ou des 1-day, des choses qui n'ont pas été patchées au niveau des navigateurs. Et quand vous vous connectez sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va tester votre user agent, savoir si vous êtes sur Firefox, sur Chrome ou autre, quelle version. Et selon l'outil depuis lequel vous vous connectez, on va essayer de vous envoyer un exploit qu'on a déjà dans sa base. En face, on a des gens qui sont très organisés avec des gens qui vont amener des kits, des gens qui vont mettre à disposition des exploits et des gens qui vont faire des accroches. C'est un écosystème cybercriminel dans lequel tout le monde peut trouver sa place. On peut toujours avoir en fait des introductions de Logbit ou de hackers sur des serveurs. Il y a toujours quand même un risque potentiel important. Et quand on est dans ces situations, c'est un autre cas. Ce que dit est très important. Mais hélas, ça n'empêche pas en fait cette possibilité. En gros, l'exploitation et le piratage, soit on a quelque chose qui est externe sur un matériel où on va essayer de trouver une faille. Et une fois qu'on a trouvé la faille qui va bien, on va le reproduire sur plein d'infrastructures. Mais ça, souvent, c'est quelque chose qui peut être très coûteux pour les pirates et les rançonneurs. Mais ça existe. Et ça vaut le coup de passer énormément de temps sur les grands groupes. Parce qu'on va prendre énormément de temps. Et ça, c'est la version technique. La version moins technique et qui marche tout aussi bien, c'est le mail de phishing sur un collaborateur ou alors le phishing ciblé. Et on a des très bonnes choses qui sont géniales pour pouvoir faire du recrutement et faire du phishing ciblé. Ça s'appelle les réseaux sociaux professionnels. C'est la personne, le collaborateur, qui tout d'un coup va passer un ou plusieurs entretiens. Ça va bien se passer. Il va recevoir une proposition d'emploi, avec notamment une proposition d'emploi par PDF. Il n'arrive pas à l'ouvrir sur son ordinateur personnel, alors il va se l'envoyer sur sa messagerie professionnelle pour pouvoir l'ouvrir.
Et là, s'il n'y a pas les équipements qui vont venir derrière en termes de XDR, EDR, de quelque chose DR ou autre, eh bien, dans ces cas-là, ça va mal se passer. Et l'exemple que je vous ai cité, c'est un exemple qui m'a été donné par un RSSI de grand groupe. Heureusement, ils étaient suffisamment armés. Mais à la base, le collaborateur, quand il a été ciblé sur ce réseau social professionnel dont je tairai le nom, mais que tout le monde connaît, eh bien, oui, il a vraiment été fait pour ça. Ils ont passé du temps. Ils ont fait du social engineering. Ils ont regardé comment ça marchait et de savoir qui est-ce qu'ils allaient pouvoir harponner et qui est-ce qu'ils allaient pouvoir piéger. Donc voilà, il faut savoir qu'on a à la fois des mesures des piratages externes, mais le piratage par la voie du phishing marche bien. Oui, dans les typologies de phishing, je constate une inflation des tentatives de phishing bancaire. Alors ça se voit comme le nez dans les figures. Vous avez une banque où vous n'avez pas de compte, on va dire, bon, ça vous avez compris, mais je trouve qu'il y a une inflation. Moi, j'en reçois au moins 2, si ce n'est 3 par semaine de banques où j'ai jamais mis les pieds. Et par contre, j'ai constaté sur la période des 6 derniers mois une augmentation de lettres de menaces, disons, et maintenant, la police, la gendarmerie ou du procureur, monsieur, enquête pédopornographique sur... Voilà, je n'ai jamais regardé d'horreur de ma vie. Et donc, je trouve que là, j'ai constaté une certaine inflation depuis les 6 derniers mois. Alors, le contexte extérieur joue peut-être, mais c'est facile, parce qu'évidemment, à moins d'être extrêmement naïf ou d'avoir fait de grosses bêtises, on n'ouvre rien. Mais par contre, je constate qu'il y a des tentatives assez répétées. Alors là, en fait, ça vient par vague. C'est que tout d'un coup, votre adresse mail s'est retrouvée dans des volumes de mails, fresh mail account, qui ont été vendus et tout d'un coup, vous n'avez pas reçu sur le côté pédoporno, alors que d'autres vont être impactés avant. Donc en gros, ça arrivait par vague et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un fichier, quelqu'un qui a lancé son arnaque. Alors il faut savoir que tout ce qui est établissement bancaire a beaucoup été ciblé, mais là, ça va décroître. Ça va décroître, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu des directives européennes qui ont été mises en place, DSP2, qui obligent les banques à durcir l'authentification en disant « je veux absolument avoir un nouveau moyen ». Donc, pour pouvoir vous connecter et valider, vous allez recevoir un SMS. Des fois, on vous demande tout d'un coup votre code de connexion plus le SMS. Donc, on durcit. Et là, vous dites « bah ouais, mais les pirates, eux, ils ont besoin aussi de vivre, c'est leur métier, de vivre de vos données ». Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'attaquent à votre compte mail. Nous, ce qu'on a vu, c'est que maintenant, la nouvelle tendance aussi, c'est le SIM swapping. On va essayer de récupérer votre RIO, ce qui est attaché à votre carte SIM, de manière à pouvoir récupérer ce SMS de confirmation et pouvoir passer. Donc ça, c'est la nouvelle, ça fait partie des nouvelles tendances. Donc le SIM swapping, on en parle là, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va se généraliser. Non, alors ils peuvent soit récupérer depuis une messagerie mail sur lequel il va pirater, il va contacter directement votre opérateur téléphonique pour récupérer, ou récupérer par exemple les creds qui vont lui permettre de se connecter en ligne et récupérer le RIO, et donc générer une nouvelle carte SIM. Vous avez aussi des gens qui vont arriver, qui vont passer un petit peu de temps en ingénierie, parce qu'on parle de choses qui sont des procédés vraiment techniques, mais on a aussi le côté humain derrière, on a aussi des escrocs qui sont des très bons parleurs, qui vont arriver, qui vont dire « Ah, au fait, je suis votre banque, j'ai reçu, il y a quelqu'un qui essaie de faire une tentative de paiement en ligne, nous allons sécuriser votre compte. Alors, je vais m'occuper de vous. » Pendant ce temps-là, il passe son achat, il fait « Vous allez recevoir un SMS pour permettre de sécuriser votre compte. » Et là, tout d'un coup, dans la foulée, la personne qui est en panique en se disant « Je me suis fait pirater, heureusement que j'ai ma banque en ligne », dit « Oui, effectivement, j'ai bien reçu le code de confirmation. Pouvez-vous me le donner ?» Mais bien sûr. Et là, vous validez. Et là, vous faites avoir. Donc, en gros, voilà, devant chaque sécurité, il n'y a aucune sécurité optimale, il y aura toujours des gens qui vont essayer, soit par de l'humain, soit par les mesures techniques, de récupérer ça. Mais le SIM swapping, pensez-y, tout ce qui touche au téléphone, vu que maintenant c'est devenu un élément de sécurité et d'authentification, notamment pour les transactions bancaires, faites très attention à ça. Juste un petit point sur ça également. Chaque violation, chaque attaque permet de faire une autre attaque. Parfois, on ne se sent pas forcément en tant qu'entreprise, on n'a pas de données sensibles, etc. Mais je vais juste servir à finalement pouvoir avoir des informations sur une personne. Le phishing, ça marche. Et le spear phishing, quand j'ai votre numéro client, que j'ai votre dernière commande, etc., c'est beaucoup plus simple. Et chaque attaque permet donc d'en générer une autre derrière. Sur la carte SIM, chose intéressante aussi, puisque chaque acteur, chaque entreprise est un acteur sans le savoir parfois de la sécurité.
sécurité. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, à la Défense, j'étais allé avec mon épouse qui avait changé d'iPhone. On est allé chez l'opérateur téléphonique. On a demandé une carte SIM qui n'était pas le même format. Ils nous ont donné une carte SIM sans vérification. Donc, on m'a jamais demandé ma pièce d'identité. Je suis client chez vous, j'ai le numéro de téléphone, c'est ça. Est-ce que je peux avoir une carte SIM pour mon nouvel iPhone qui est plus petite ou je sais plus ce que c'était. Ils m'ont donné la carte SIM, je suis parti avec. Donc ça permet de générer techniquement énormément d'attaques. C'était en violation des procédures de l'entreprise, hein, c'est pas ça la question. Hein. L'entreprise prévoit qu'il y a des vérifications, etc. Mais dans les faits, si les gens qui sont les de base ne l'appliquent pas, ça ne fonctionne pas. Merci. J'ai une question là par rapport à ce que vous avez présenté sur les premiers réflexes. Est-ce qu'on peut demander à Joseph comment est-ce qu'il a géré ses premiers réflexes puisqu'il était en pleine crise d'attaque? Est-ce qu'il peut nous résumer son point de vue sur... Ah, vous l'avez coupé? Il est à la plage, il est à l'estac, il est tranquille. Décidé. Non, je voulais savoir si... Oui, il sera disponible. On va essayer de le faire au pas de charge. Donc, constat concernant les violations. C'est juste des chiffres, ça, sur les violations. Vous aurez les slides dont vous pourrez voir ce qu'il en est. Voilà. On va passer la suivante, la troisième diapo. Voilà, c'est la sortir de la crise. Donc, on vous a fait peur, on vous a dit attention, il y a des choses que l'on doit faire. La sortie de crise, c'est aussi quelque chose qui est important. La remise en service progressive et contrôlée. Eh bien oui, parce qu'une fois qu'on a récupéré ces backups, parce qu'on a été un bon élève, on a pensé aux sauvegardes. Les sauvegardes, c'est essentiel, hein. Et pas qu'une seule. Et le simple fait d'avoir quelque chose qui est hébergé à l'extérieur n'est pas une sauvegarde. Un hébergement n'est pas une sauvegarde. Vous devez penser à la redondance et à la multiplicité. Et quand on parle de sauvegarde, on va chez un acteur dédié à ça. Si c'est uniquement quelque chose qui est hébergé, imaginez, je ne sais pas, que vous ayez un problème auprès d'un data center qui tout d'un coup brûle, ce qui peut arriver. Et votre jeu de sauvegarde, il était là-bas. Aïe aïe aïe, hein, et c'est le genre de choses qui arrivent en France, hein, par exemple. Donc, on peut revenir juste un petit peu avant la diapo. Voilà. Donc, on doit penser à une remise en service progressive et contrôlée, en surveillant son fonctionnement, parce que les attaquants étaient là une fois. Si on a retrouvé l'origine de l'attaque, on a remis une sauvegarde qui date d'avant, mais on doit regarder le comportement parce que peut-être qu'ils avaient mis au sein de la sauvegarde un élément leur permettant de revenir plus tard. Donc, on doit vraiment faire attention. Je vais juste te couper rapidement sur ce point-là. Ça nous est arrivé de voir des personnes qui se font chiffrer, qui parfois payent pour se faire déchiffrer ou qui parfois remettent leur système en état de marche sans corriger la faille. La faille n'étant pas corrigée, les attaquants se refilent un peu le. Voilà, c'est cette personne-là, je l'ai agressé à la sortie de l'école, il m'a donné son portefeuille. Si le lendemain il ressort avec un portefeuille plein, le mot passe et les attaquants ciblent les mêmes entreprises qui savent vulnérables. On tire les enseignements de l'attaque. Comment on le fait? Grâce à cette main courante que l'on a fait dès le début. Cette fameuse trace dont je vous parlais en première passe. On définit les plans d'action et d'investissement parce que, bien sûr, si on s'est fait avoir, c'est qu'à un moment ou un autre, il y avait un trou dans la raquette et il va falloir le combler. Et il faut, bien sûr, ça a un coût, mais ce coût, c'est le coût de la tranquillité et c'est ce qui vous permettra que ça vous coûte moins cher par la suite. Donc voilà. Alors le pentest, le pentest, ça fait partie, moi je mettrais ça un peu dans le plan de continuité de reprise, non même pas. L'audit, il doit être régulier. Il y a plein de choses dont on ne parle pas. Là on parle vraiment de quand on est en plein d'attaque. C'est-à-dire qu'on a, même si qu'on a été bon ou qu'on n'ait pas été bon, eh bien là on est en plein dans l'œil du cyclone. Ça, vous parlez de mesures de protection qui doivent arriver en amont. Comme tout à l'heure, on a parlé, comme Joseph a parlé aussi, de campagne de phishing pour mettre en éveil les collaborateurs. Mais la campagne de phishing ne suffit pas. Il y a besoin de sensibilisation de manière régulière. Les collaborateurs, tout au fur et à mesure, de manière régulière. Et les nouveaux intervenants, ceux qui vont arriver. Ça fait partie. En fait, la meilleure des protections repose sur 3 piliers. On a un pilier qui est organisationnel, technique et humain. Et on doit agir sur ces 3 piliers. Si jamais vous en enlevez un, vous vous cassez la figure. Voilà. Donc, ce genre de choses, et je demandais juste... voilà. Mais le RETEC, justement, c'est ce qu'il y a. C'est quand on arrive sur les derniers plans.
En tout cas, ce genre de choses-là, ça c'est un document en fait que l'on a aussi sur notre plateforme. À l'usage des dirigeants, vous l'avez sous forme de fiche et vous l'avez aussi sous forme d'iconographie. Vous pouvez, c'est en téléchargement libre, gratuit comme l'ensemble de nos supports. N'hésitez pas à le prendre, soit à le mettre chez votre DSI, RSSI, collaborateur ou autre. C'est en gros, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route pour vous dire quels sont les points essentiels quand je dois gérer une cyberattaque. Voilà. Si vous investissez, si vous commencez à regarder ce genre de document, avant que les problèmes n'arrivent, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez vous dire que peut-être que vous n'avez pas mis en place une sécurité qui allait. Oui. Oui. Est-ce qu'on propose un nombre minimum de sauvegardes? Normalement, vous avez le principe du 1, 2, 3. Vous en avez une en local, vous en avez une distante et vous en avez une déconnectée. Normalement, si vous faites ça, eh ben vous êtes au point sur tout. Mais la sauvegarde, c'est bien. Mais ce qui est surtout aussi important pour ce système de sauvegarde, c'est de tester qu'elle fonctionne. Parce que ce n'est pas le jour où vous allez avoir un problème, ou vous risquez d'avoir un problème, que vous allez vous dire est-ce que je peux réinstaller ma sauvegarde? Mais voilà, normalement, 1, 2, 3. Un local, un distant, un déconnecté. Donc nous, on a beaucoup de supports. N'hésitez pas, hein. Franchement, moi c'est mon métier, hein, la sensibilisation. J'évangélise de manière agnostique beaucoup de gens, professionnels, collectivités territoriales et autres. On a beaucoup de choses, des guides de bonne pratique. Et vous avez aussi notamment la CNIL, qui est également des choses qui vont pouvoir vous aider, notamment sur la partie RGPD, l'atelier RGPD. Tu peux peut-être parler un petit peu de tout ce qui est PIA? Oui, il y a le guide PIA qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à l'analyse de risque et BIOS. Alors, voilà. Et notamment le dernier sur la base de connaissances qui permet de voir toutes les typologies d'attaques et comment faire pour se protéger, qui est un peu le guide 3, pareil, de l'époque EBIOS pré-RM, je tiens à le dire. Voilà. Et également beaucoup de guides sur le site de la CNIL. Comme l'a dit, pour ceux qui étaient là ce matin, Monsieur Payès, on essaie de publier aussi un peu blanchi tous les trimestres un cas pratique de ce qui s'est réellement passé sur une attaque qui a eu lieu, pour histoire de mettre en avant pour que les personnes puissent voir ce qu'il en est, comment ça s'est passé, comment ça a été géré, ou comment ça aurait pu être mieux ou moins bien fait. Voilà. En tout cas, en matière d'attaque et autres, voilà, il n'y a pas de fatalité. Alors, il y a des phrases il y a une dernière phrase que je voudrais citer parce que j'ai entendu trop souvent en intervention où les gens disent le problème se situe entre l'écran, entre le clavier et la chaise et tout ça. C'est insupportable de taper sur le collaborateur et sur l'humain en disant attention, attention, c'est lui en fait le maillon faible. Non, ça doit être le maillon faible, le maillon fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui est suffisamment sensibilisé, ce sera le premier rempart. C'est celui qui empêchera l'argent de partir dans le cadre d'une fraude au virement, une fraude au président et autres, parce qu'il aura l'intelligence, l'idée de se dire je dois faire une double vérification. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les personnels ressources, les sensibiliser, les mobiliser, de manière à ce qu'ils soient toujours vigilants. Je pense qu'on peut peut-être prendre une ou deux questions, mais oui. Merci. En fait, c'était pour savoir en termes de retour d'information, parce qu'on parle des salariés. Les salariés peuvent aussi notifier lorsqu'ils voient arriver là. Là, ça m'arrive de plus en plus sur mon mail professionnel d'avoir d'évidents mails de phishing ou autres techniques. Mais autant il y a le 33 700 quand je veux signaler des spams, enfin ou du phishing via SMS. Comment mettre en place, parce que pour moi ça fait partie aussi des dispositifs à mettre en place en entreprise pour que l'informatique soit toujours au courant de ce qui arrive sur les boîtes mail et qu'elle n'a pas réussi à filtrer notamment. Alors, vous pouvez mettre en place des systèmes de signalement justement du spam que vous recevez ou du mail de phishing, et, un peu comme un signal spam en interne, où vous envoyez le contenu du mail en disant à votre RSSI, nous par exemple à la CNIL, on a un RSSI qui récupère tout ça, on lui envoie tous ces mails-là, comme ça ces mails-là sont utilisés et mis en amont du système pour qu'après ils n'arrivent plus dans les boîtes aux lettres. Alors après l'attaquant n'est pas idiot, il change l'adresse mail d'envoi, il essaie de trouver un autre moyen, mais ça permet de le bloquer directement avant qu'il arrive dans la boîte mail de l'utilisateur. Mais c'est quelque chose à mettre en place en interne. De toute façon, il doit toujours y avoir une personne ressource pour ce genre de choses en interne, clairement. Alors maintenant, c'est plus facilement faisable dans des sociétés qui sont assez grandes. Quand on est un simple artisan, la personne ressource est souvent la personne qui fait de l'informatique et qui fait un peu tout.
Oui, vraiment l'information des équipes, des collaborateurs est essentielle pour être déjà alerté en amont le service informatique, qui puisse lui-même agir le plus rapidement possible, savoir exactement quoi faire. Là, on parlait de comment alerter en cas de phishing, mais un simple transfert du mail, une simple alerte au service informatique, souvent vous permet de savoir déjà dans un premier temps si c'est un vrai mail ou pas. Eux, ils ont une analyse, ils peuvent pousser plus loin les analyses, bloquer le cas échéant et faire pousser plus loin des investigations. En cas d'attaque, si vous avez cliqué sur un lien, si vous n'êtes pas sûr d'avoir cliqué sur le lien et que ça soit pas, vous n'avez pas eu le résultat suivant, ils peuvent pousser, faire des analyses et être assez en amont pour éviter que l'attaque aille trop loin. Et souvent, c'est que le service informatique est dans le noir, ne sait pas ce qui se passe, ou n'a pas mis en place les bonnes procédures, les bons systèmes pour des raisons humaines, pour des raisons financières ou techniques. Souvent, ce qui est dommage, c'est qu'on s'en aperçoit après coup de tout ça. Et après coup, ah oui, on aurait dû investir dans tel équipement. Oui, c'était un peu cher à l'époque, mais finalement, ça en valait le coup. Et c'est ça qui est dommage. De toute façon, il n'y a pas de fatalité, hein. La sécurité, c'est pas quelque chose, on passe pas de 0 à 100 en 3 secondes, hein. Ça se construit au fur et à mesure, hein. L'image du mur, on va y aller brique par brique. Par contre, avant tout, avant de se lancer corps et âme dans des solutions de sécurité et à contractualiser pour tout et n'importe quoi, d'abord, et on en parlait tout à l'heure avec Christophe, d'abord, il va falloir faire un inventaire informationnel. Qu'est-ce que je dois protéger? Qu'est-ce qui est sensible? Qu'est-ce qui est très sensible? Quelles sont les informations les plus utilisées au sein de mon organisation et dont j'ai besoin en flux tendu? Donc, il va falloir faire une analyse patrimoniale, en fait, une analyse de l'information et des informations que vous devez protéger avant de vous lancer dans tout ce qui est sécurité. Et une fois que vous allez identifier ça, eh bien, vous allez sécuriser brique par brique. Et vous ne devez pas passer à un investissement de 0 à 100 tout de suite. Vous allez y aller au fur et à mesure et avoir des solutions qui soient adaptées aux besoins, en sachant qu'il n'y a pas de solution universelle, hein. Chaque entreprise, chaque société a son système d'information qui est construit d'une certaine manière et n'aura pas les mêmes besoins. Voilà. Et puis, c'est souvent c'est l'impact aussi du dirigeant de dire je veux sécuriser mes données. Moi, j'ai eu le cas d'un collègue qui était RSI. On avait détecté une attaque sur une boîte mail. Quand on lui a remonté le problème, il m'a dit c'est pas grave. On n'a pas de données importantes, on n'a pas de plan nucléaire, c'est pas un souci. Si, quand même, c'est un souci. Et d'avoir des gens qui sont censés être au cœur du système de la sécurité, qui eux-mêmes ne sont pas alertés sur l'importance de telle ou telle action, ça veut dire que si ça vient pas de ce niveau-là, ça doit venir de dessus et ça doit redescendre vers les équipes techniques aussi. Son registre de traitement et le registre des incidents de sécurité. Parce que le registre de traitement, il est précieux dans ces cas-là, parce qu'on peut arriver à identifier où sont les données. Tout à fait, je ne peux pas dire le contraire. Ouais, merci à tous. Désolé pour le début un peu problématique avec la technique. Il y a un cocktail qui vous attend normalement à cet étage ou l'étage 0. Donc, Merci à vous.